Bah, écoutez, avec plaisir. D'abord, bonjour à tous ceux qui sont derrière leur écran. Je voudrais dire d'abord que le label Force Vie n'est pas un parti politique et qu'il n'a pas vocation à s'installer durablement en concurrence avec les partis politiques. Il a été créé pour l'élection européenne à la suite des événements sociétaux de l'année dernière, en 2013 en France, sur le constat simplement que beaucoup de citoyens français ne se sentent plus représentés sur leurs convictions profondes par les partis politiques actuels. Et donc l'idée, c'est de susciter une prise de conscience chez nos partis français, chez leurs dirigeants, pour leur dire que nous avons besoin d'avoir des fondamentaux, des repères fondamentaux pour notre société qui soient clairs et qui soient portés clairement par tous. Donc que ce soit le Parti socialiste ou l'UMP, que ce soit d'autres partis, ces convictions-là sont fondamentales et nous ne pouvons pas aller contre dans notre société. Donc ça, c'est pour présenter le label qui, justement, au niveau du Parlement européen, souhaite envoyer des personnes qui sont claires sur la vision de l'homme, sur la vision de la société, le service de l'homme que nous voulons assurer en premier, et également le fait que sur le plan européen, il y a également des tentatives pour modifier, pour instrumentaliser l'homme, pour le relativiser. Et là, nous voulons représenter toutes ces personnes qui se sont senties heurtées par cette réforme qui n'était pas du tout prioritaire lorsque le président Hollande a été élu, et qui donc en fait se sentent orphelines aujourd'hui de partis politiques. Je souligne que le scrutin, le mode de scrutin proportionnel qui est retenu pour l'élection européenne permet justement de quitter les grands partis, les têtes de gondole, si je puis dire, que représentent les grands partis français, pour au contraire exprimer à cette occasion-là, grâce au scrutin proportionnel, eh bien, des sensibilités qui ne sont pas représentées. Voilà ce que je peux dire. Et donc sur cette priorité pour l'homme et cette priorité politique pour l'homme et l'humain, eh bien, nous avons aujourd'hui des listes qui sont présentées dans les 8 circonscriptions en France. Et moi, j'ai la joie de conduire la liste pour l'Ouest, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Et c'est quelque chose de logique au niveau de mon parcours personnel, puisque je suis engagée depuis très très longtemps déjà dans la société civile, au sein des associations familiales, que ce soit l'AFC, UDAF, Union départementale et nationale des associations familiales. Et là, il y a une préoccupation par rapport à tout ce qui impacte la vie quotidienne des familles que je porte déjà depuis très longtemps. Donc en allant rencontrer bien entendu les élus, parce que quand on est dans le monde associatif, eh bien, on travaille beaucoup avec les élus. Et également au niveau européen, puisque nous avons eu des interventions à faire par rapport à des directives et des résolutions qui étaient en cours d'adoption au niveau du Parlement européen. Et donc là, tout cet investissement, cette compétence, il était clair qu'à un moment, il fallait aussi passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire du côté de ceux qui contribuent à la décision, qui contribuent à la décision collective pour le bien commun. Et donc là, c'est ce parcours-là qui, normalement, doit pouvoir se poursuivre. Et nous visons clairement un siège sur les 9 qui sont mis à disposition des listes dans l'Ouest, un siège sur les 9 pour Force Vie dans l'Ouest. Alors, nous sommes très clairement pour la construction européenne, la poursuite de la construction européenne, mais autrement. Et là-dessus, je crois que toutes les listes interrogées ont un consensus pour dire cette Europe-là, oui, mais cette Europe, pas celle-ci, mais autrement. Et puis, je crois que même les partis qui souhaitent casser tous les traités européens veulent reconstruire l'Europe, mais autrement. Donc oui, bien sûr, nous ne sommes pas fédéralistes, contrairement à d'autres, c'est-à-dire que nous ne sommes pas pour abandonner complètement la souveraineté française, et non seulement ça, mais surtout la responsabilité des personnes au niveau local, territorial, régional. Nous pensons que nous ne pouvons construire l'Europe qu'avec des personnes qui sont debout et qui sont investies, engagées à titre personnel dans leur environnement.
Donc ça, c'est très important. On ne peut pas construire une Europe virtuelle avec des gens auxquels on aurait délégué et même abandonné des compétences, des responsabilités. Donc non à déresponsabiliser le niveau local. Ensuite, concernant la question de l'extension de l'Europe, eh bien, nous sommes très clairement opposés à l'expansionnisme européen qui vise toujours à plus de pays comme si c'était vraiment la solution, la fuite en avant. Là-dessus, nous sommes clairement opposés parce que nous voyons bien que quand il s'agit de la Bulgarie, de la Roumanie, qui sont des pays entrés récemment dans l'Union, eh bien, nous avons encore tant à faire pour avoir des relations amicales, des relations commerciales équilibrées, etc., avec ces pays. Alors, n'allons pas imaginer que ce serait plus facile en intégrant le Kosovo, la Turquie, etc. Sans compter qu'avec un pays comme la Turquie, on déséquilibrerait totalement, donc certains peuvent imaginer qu'on rééquilibrerait, je ne sais pas, mais totalement les majorités au sein des institutions européennes. Alors, s'agissant de la Turquie, je rebondis juste là-dessus. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà 6 milliards d'aides qui ont été versées ces 6 ou 7 dernières années à la Turquie pour la rendre conforme à l'Union européenne? Et que pensez-vous de ceux qui disent que l'Union européenne est faite pour faire coïncider le contour de l'OTAN avec l'Union européenne? Alors, si on se rappelle la raison pour laquelle a été construite l'idée de l'Europe, donc qui est la paix, et ce n'est pas forcément que la paix et la prospérité, comme on nous dit avec la stratégie 2020. La prospérité est quelque chose d'important, mais c'est la paix d'abord, et ça passe par la justice, et ça passe par le partage des biens, ça passe par le partage des richesses. Et donc il faut les produire, les richesses, mais avec un sens qui est pour l'homme, pour le bien commun. Et donc, par rapport à cela, bien entendu, 6 milliards ont été dépensés en vue de cet élargissement, de cette aide, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait une erreur qu'il faut continuer dans l'erreur. Et donc, il y a en Europe des politiques européennes de voisinage qui permettent justement d'établir des relations privilégiées avec tel ou tel partenaire, pays proches de l'Europe, et donc sur des partenariats commerciaux et des partenariats de différents types. Et donc, il n'y a aucune raison d'aller au-delà. Faisons ces partenariats. Nous avons des tas de choses à faire au niveau de la politique de coopération européenne, et y compris avec des pays du Sud. Je pense notamment à l'Afrique et les graves difficultés que nous laissons faire alors que nous avons une responsabilité. Je pense en Centrafrique, je pense au Mali, je pense à un certain nombre de pays, quand je vois aussi ce qui se passe au Soudan. Je crois que nous avons une responsabilité à assurer déjà aujourd'hui, mais avec des moyens qui ne sont pas l'intégration des pays dans l'Union européenne. Ça n'est pas le même niveau. Alors en fait, c'est vrai que ce traité apparemment fait l'unanimité contre lui au niveau des listes que nous rencontrons sur le terrain. Je crois qu'il faut vraiment se poser la question d'abord de qu'est-ce que nous voulons? Quelle Europe voulons-nous? Et donc ce traité transatlantique a pour vocation de faciliter les échanges commerciaux avec l'Amérique du Nord, certes, mais est-ce que c'est seulement avec l'Amérique du Nord qu'il faut avoir des relations régulées? Je souligne en particulier que nous avons quand même avec les Américains des relations qui sont anciennes, que nous avons bénéficié de leur soutien fantastique au moment du plan Marshall. Je reviens de temps en temps là-dessus parce qu'il y a quand même eu des sacrifices qui ont été faits. Alors certains peuvent dire oui, mais après ça leur permettait d'avoir un marché montant en Europe, etc. Bien sûr, mais il y a quand même eu des sacrifices qui ont été faits par les Américains à cette occasion-là, et on va s'en rappeler bientôt au mois de juin. Donc je voudrais souligner que ça n'est pas une raison suffisante pour abdiquer aussi de notre personnalité européenne, occidentale, avec les racines que nous avons qui ne sont pas les mêmes que les Américains, avec l'histoire, le patrimoine, les traditions que nous avons. Et donc, lorsqu'on parle de commercer davantage avec les Américains, est-ce que nous oublions ce qui s'est passé avec la NSA, qui ne leur posait pas de problème d'espionner, de surveiller,
de se protéger jusqu'au prix de, eh bien, finalement, d'enfreindre les libertés individuelles et le droit à l'oubli sur Internet, etc. Voilà, donc on a là des vraies questions. Donc, quelles sont les conditions qui sont à mettre par rapport à ce traité ? Je dois vous l'avouer, je n'ai pas lu dans son intégralité le projet tel qu'il est à son stade de rédaction aujourd'hui. C'est secret, c'est pas accessible aux parlementaires. C'est pas, voilà, donc c'est vrai qu'on ne peut pas se prononcer vraiment sur ce document, mais qui en plus est évolutif puisque c'est en cours de négociation. Ce qui est certain, c'est que nous ne devons pas accepter quelque chose qui nous met en dépendance. Nous devons au contraire avoir confiance dans notre capacité, et il y a tellement de gens fantastiques en France et en Europe qui ont un esprit de créativité, un esprit de solidarité, un esprit d'entreprise et qui sont capables de travailler pour le bien de tous. Il n'y a pas que d'affreux capitalistes, il n'y a pas que d'affreux financiers, d'affreux spéculateurs. Il y en a et nous devons faire tout ce qu'il faut pour limiter leur influence et limiter les dégâts. Mais il y a aussi des possibilités, donc nous avons un cadre à poser, nous avons des limites à donner pour que ce soit toujours le bien commun qui soit visé et non pas l'intérêt de quelques groupes. Alors c'est vrai, le pouvoir de l'argent compte, il fait partie des négociations, mais nous devons faire barrage au pouvoir de l'argent seul. L'argent est nécessaire, mais l'argent ne doit pas diriger nos décisions. C'est l'humain, l'homme au cœur. Oui, je voudrais insister en particulier sur le fait que nous voulons, dans les fondamentaux de notre label, c'est la vie pour tous. Et quand on dit la vie pour tous, ça a énormément d'impact et je rencontre beaucoup d'électeurs qui se sentent rassurés, réconfortés par ce simple slogan. La vie pour tous, ça veut dire c'est pas la survie. Ça n'est pas on va essayer de vivre avec un salaire ou un emploi très précaire. Ça n'est pas eh bien je suis vieux, je suis dépendant, je suis handicapé, j'ai peur de mon médecin parce que si jamais il décidait de me piquer. C'est la vie pour tous, c'est être attentif aussi à la vie qui vient juste d'être conçue. Il y a 2 mois, il y a 3 mois, cet enfant-là a le droit de vivre. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons pour accompagner sa maman, ses parents? Qu'est-ce que nous faisons pour aider les uns et les autres? C'est tout à fait révoltant que des décisions individuelles soient prises pour des raisons de précarité économique. Et donc là, nous avons vraiment ce message très fort à faire passer, la vie pour tous. C'est-à-dire les personnes handicapées aussi, on voit au chapitre, elles ont le droit d'être avec nous, les personnes qui sont en difficulté, qui sont vulnérables, les migrants, etc. Nous voulons prendre chacun à sa place. Chacun a sa place dans notre société. Et c'est pour ça que nous disons aussi, l'Europe a sa juste place, c'est-à-dire il y a vraiment, chacun peut agir sur cette Europe-là et ce n'est pas obligatoire d'aller dans le pays voisin pour agir. Nous avons notre rôle aussi dans notre environnement, dans notre voisinage. Et ça, c'est un message essentiel. Alors, votre question est intéressante. Nous sommes bien traités par les supports écrits, par les journaux écrits. Sur le plan radio, il y a quelques radios effectivement qui nous donnent la parole. Je suis assez surprise de certains débats organisés par les maisons de l'Europe. J'avais beaucoup confiance en fait dans les maisons de l'Europe qui ont pour vocation justement de faire connaître et aimer l'Europe, qui ont pour vocation aussi d'intéresser les électeurs, de leur faire oublier l'abstention et de les intéresser à voter. Et je suis assez surprise du choix qu'elles ont fait de donner la parole à 6 partis politiques, considérant qu'ils étaient 6 grands partis. Je ne conteste pas qu'au moins 3 d'entre eux soient des grands partis. Je veux parler du PS, de l'UMP, et puis on peut aussi évoquer les écologistes. Concernant les autres, eh bien, il y en a quand même 3 qui n'avaient aucun siège dans le Parlement européen sortant. Et je trouve que c'est étrange que dans l'Ouest, alors je parle au niveau de la circonscription Ouest, hein, bien sûr, et je trouve étrange que dans l'Ouest, on n'ait pas donné la parole à une liste, la nôtre, dont les convictions sont proches
d'un Philippe de Villiers qui ne se représente pas, dont le mouvement ne représente pas de candidat et dont les convictions sont proches sur les fondamentaux de la vision de l'homme et de la famille. Et ça, je trouve que c'est anormal. Il y a là une erreur dans le débat démocratique. Bon, le Front de gauche n'avait pas non plus d'élus, le Front national n'avait pas non plus d'élus. Non, au niveau du Parlement européen dans l'Ouest. Donc, je trouve étrange cette option parce que ça veut dire qu'il y a déjà une préférence qui est affichée pour dire les électeurs, vous avez le choix entre ceux-là. Et là, je pense que c'est une erreur d'appréciation, peut-être même une faute. D'accord. Merci beaucoup, Marie-Delpy. Merci.